Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment diviser un bien et le mettre en copropriété en vue de le revendre à la découpe. La division et la mise en copro de biens immobiliers, c'est selon moi une des stratégies les plus rémunératrices dans l'achat-revente et c'est une stratégie que j'applique au quotidien tout au long de l'année et ça me permet de générer plusieurs centaines de milliers d'euros de marge et ça chaque année. Et dans cette vidéo, je vais te partager tout mon plan d'action pour que toi aussi tu puisses réaliser ce même type d'opération et engranger des centaines de milliers d'euros de plus-value. Ça va être littéralement une vraie formation que beaucoup d'ailleurs t'auraient fait payer, donc n'hésite pas à liker cette vidéo, ça va me donner vraiment beaucoup de force et ça va me donner envie de faire de nouvelles vidéos comme ça. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner pour être averti des futures vidéos à haute valeur qui vont sortir sur la chaîne. D'ailleurs, si je te partage tout ce contenu à très forte valeur, c'est tout simplement qu'on ne vend pas de formation. Nous, la seule chose qu'on propose, c'est des accompagnements et un club MDB, donc c'est un club business qui est spécialisé en marchand de biens, où l'idée, c'est vraiment de pouvoir trouver ses futurs associés et de se faire accompagner dans toutes ces démarches pour pouvoir soit se lancer en tant que marchand de biens, soit pouvoir développer son activité et vraiment croître beaucoup plus. Donc si ça t'intéresse de vraiment monter en compétences, de te faire accompagner, de pouvoir générer des fortes marges cette année et de pouvoir potentiellement trouver tes futurs associés, n'hésite pas à regarder dans la description, clique sur le premier lien, accède à la masterclass de mardi soir où je t'explique tous les projets qu'on est en train de faire actuellement et comment on pourra également t'accompagner pour que tu puisses faire de même. Revenons maintenant au sujet de la vidéo. Et pour m'aider dans ce plan d'action, je vais te prendre pour exemple le projet que je t'ai fait visiter de plus de 300 mètres carrés à plus d'1 million que je suis en train de faire sur la Côte d'Azur. Et j'allais prendre directement les documents inhérents à ce projet-là. Et ça va me permettre vraiment de pouvoir t'imaginer un petit peu toutes les étapes. La première étape, comme pour n'importe quelle division, il faut valider l'aspect technique. Est-ce que sur le bien, par exemple, là c'était une maison de ville qu'on souhaitait transformer en immeuble de rapport, est-ce que techniquement il va être possible de la diviser ou non. J'ai fait d'ailleurs toute une vidéo YouTube sur ce sujet, donc n'hésite pas à regarder sur tous les aspects techniques. Mais très généralement, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est regarder la porte d'entrée, où est-ce qu'elle est située, et est-ce que l'escalier, s'il y a plusieurs étages, est bien situé par rapport à elle. Ce que je veux dire par là, c'est que si on traverse tout le rez-de-chaussée pour aller à l'escalier, bah, c'est tout un rez-de-chaussée qui est perdu. Donc vraiment, c'est important d'essayer d'analyser comment est agencé un petit peu ça. Analyser toutes les fenêtres aussi également, qu'est-ce qu'elles desservent et comment elles le font, analyser tous les murs porteurs, la nature du plancher, les évacuations des eaux, bref, tous les aspects techniques. Donc vraiment, par rapport à ça, il faut analyser tous les aspects techniques et se dire est-ce qu'il est possible ou non de pouvoir faire une division et de pouvoir recréer de futurs lots, comme par exemple, comme je l'ai expliqué sur l'opération que je suis en train de faire. J'avais vu en rentrant qu'il était assez simple de pouvoir diviser le bien et de créer des nouveaux lots. Du coup, là, je vous partage un petit peu mon écran. Donc, on peut voir les plans du rez-de-chaussée, du premier étage et du deuxième. Et en fait, c'est beaucoup plus simple de pouvoir vous montrer comme ça. Donc là, on peut voir que l'entrée, la porte d'entrée était ici et la cage d'escalier était ici. Donc là, on a un petit couloir. Donc, c'est là où ça peut devenir rapidement de la place perdue. Mais l'avantage, c'est qu'ici, on a deux locaux commerciaux. Donc, finalement, le rez-de-chaussée n'est pas du tout bloqué. On arrive dans la cage d'escalier et directement là au rez-de-chaussée, on a un premier studio qui était déjà à l'époque un studio. Ici, c'est une cour et là-haut, ça va être le nouveau lot. Donc, on a la partie principale qui est là et la partie secondaire. Donc, on peut voir déjà très rapidement, on peut potentiellement faire un studio ici, faire un T2 ici. Ici, il y a porte et fenêtre également de ce côté. Et là, il y a porte et fenêtre ici. Et là, on peut voir qu'il y a bien une fenêtre là, une fenêtre là, une fenêtre pour le local là et l'escalier. Au premier étage, on peut toujours pareil, là c'est la cour qui est ici, là c'était une terrasse, donc là on va venir la fermer et créer du logement. Ici c'était un bureau, une annexe de bureau, on peut toujours faire pareil, un studio, pourquoi pas ici. Là on avait un mur porteur, donc ça c'était recensé du coup quand on a visité. Ici c'est aussi un mur porteur parce que c'est le mur de façade vu que là on a la cour et c'est l'extérieur. Et tout ce mur là, ça reste un porteur également. Donc là on voit qu'il y a quand même une ouverture qui allie, donc on peut potentiellement soit faire un T3 là, soit un T2 et un studio, et garder le studio ici. Et dès qu'on monte au dernier étage, donc là, toujours pareil, on a ici un bureau annexe. Là, du coup, le porteur, c'est pas vraiment c'est pas le bon plan parce que là, c'était fermé. Donc là, ça ferait un appartement qui est distinct ou potentiellement un duplex, comme on verra tout à l'heure. Et ici, un autre appartement. Donc on peut voir qu'à chaque fois, il y avait les fenêtres en façade qui étaient là, l'escalier qui desservait plutôt bien à chaque fois tous les lots. Et donc, on peut voir les fenêtres de partout, les murs porteurs où ils sont recensés. Et comme ça va vraiment nous permettre de pouvoir nous projeter. Et également, ce qui est important, c'est de voir les évacuations. Donc, moi, j'avais recensé qu'il y avait des évacuations dans cette extrémité ici. Donc, ici également et ici également. Ce qui fait qu'on peut faire potentiellement des pièces humides, donc salle de bain, WC et même une cuisine proche de cet endroit parce qu'il y a une gaine technique. Il y avait une gaine technique qui était aussi ici parce qu'il y avait les WC. Donc WC, et
et après ça redescendait directement ici au-dessus à l'égout. Et le challenge peut potentiellement arrêter de créer, si on se crée un studio là, de se créer et de se repiquer ici. Mais bon, ça va pas être très très compliqué. Mais voilà, là, l'avantage, c'est qu'on a tout validé. L'escalier, le type de plancher, c'était des planchers bois, mais qui étaient quand même, les poutres étaient en bonne qualité. Toutes les fenêtres étaient bien réparties. Les murs porteurs également, on les a recensés. Et là, ça permet de rapidement se projeter. Deuxième étape, du coup, c'est l'analyse légale. Une fois que techniquement, on a un peu analysé le bien et qu'il peut se prêter à une division, on va voir si on a le droit de le faire et à quelles conditions, comme d'habitude. Pour ça, il faut se référer sur le PLU de la ville en vigueur. Donc, premièrement, vous allez sur le site de l'urbanisme et regardez un petit peu le zonage, dans quelle zone vous êtes situé. Pour ma part, sur ce projet-là, on était situé en zone UA. Donc, c'était une des zones centrales, zone piétonne. Donc, l'avantage de ça, et indirectement, c'est qu'on ne va pas être régi normalement sur le stationnement. Donc, pour ça, je vais vous mettre à l'écran rapidement le règlement de copro et je vais vous montrer comment c'est indiqué. Donc voilà, pour notre projet, comme je vous l'avais dit, on était en zone UA, donc on est UA, et l'article, c'est le numéro 12 qui régit les stationnements. Et là, on n'est pas du tout réglementé, comme je vous l'avais dit, tout simplement parce qu'on est en zone piétonne. Donc pour ça, il faut bien connaître le zonage où vous êtes, et en fonction de ça, de bien planifier pour les stationnements. Et après, n'hésitez pas vraiment à vous balader sur tous les articles, parce que des fois, il peut y avoir potentiellement d'autres conditions qui vous seront imposées en fonction de la nature des travaux que vous allez faire. Donc ça, c'est important. Mais moi, en l'occurrence, le seul point qui était essentiel, c'est de voir s'il y avait besoin des stationnements. Je le savais parce que j'ai déjà fait plusieurs opérations dans cette commune-là. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas besoin et on le voit directement là. La troisième étape va consister à faire des plans assez rapides. Je ne vous demande pas de faire des plans ultra précis, mais essayer d'avoir 2-3 cotes et surtout de commencer à placer un petit peu tous les futurs lots que vous souhaiterez créer. Là, ça va permettre d'analyser si en fonction des contraintes, c'est possible, les fenêtres, les évacs, les murs porteurs et ainsi de suite. Et également, ça va vous permettre de rapidement l'envoyer à un artisan si vous bossez avec des artisans et que lui vous chiffre grosse maille un estimatif des travaux. Maintenant, on va passer à mon écran. Je vais vous montrer un petit peu le plan que j'ai envoyé à mes artisans pour qu'ils puissent me confirmer mon budget. Donc pour les plans, j'ai pas tout refait de zéro évidemment. Je me suis basé sur les croquis, les schémas que j'avais pu avoir dans les diagnostics qui étaient pas si mal. Alors, il y en a qui sont vraiment très farfelus. Là, en l'occurrence, ça allait. Et également, j'avais repris quelques mesures. Ça, c'était une annexe que j'avais envoyée également. Et là, c'était plus pour vous montrer un petit peu comment moi j'ai fait. Donc, je suis allé sur Canva. J'ai modifié le document qui était le croquis du géomètre. Je l'ai dupliqué. Et comme ça m'a permis de pouvoir projeter ça. Donc là, très rapidement, l'artisan sait que là, on va créer un studio ici avec une salle d'eau, un petit dégagement. Là, il n'y aura pas trop de boulot. Je lui envoie avec ça les photos du Studio 1, donc on fait plein de petits dossiers. Donc Studio 1, il voit sur le plan où il est situé, et en même temps sur le Google Drive, il voit photo du Studio 1, comme ça il voit un petit peu l'état. Idem pour le premier étage, donc là on peut voir duplex 1 rez-de-chaussée, duplex 2 rez-de-chaussée et T2. Donc là je lui envoie un petit peu ça. Là il va comprendre que ici il y aura des créations de trémies, et de toute façon je lui écrirai dans l'email aussi toute la désignation et la nature des travaux à faire. Mais en gros voilà, il voit qu'il y a tout ça. Là si vous voyez un petit cheminement rouge ici, sur cet étage et sur là, c'était que j'ai repris des autres plans pour Enedis. Et là, c'était le cheminement des goulottes Icadis. Donc voilà, et des nouveaux compteurs qui seront ici. Mais en gros, là, on peut voir qu'on est au rez-de-chaussée du duplex 1. Et là, on est au premier étage du duplex 2, au deuxième étage du bâtiment. Là, il y a un T2 de plein pied. Et là, il y a encore un T2 de plein pied. Et là, on a le duplex 2 au premier étage et le rez-de-chaussée du duplex 2 qui est au premier étage. Donc là, normalement, avec ça, si vous détaillez les travaux par email, si vous lui envoyez ses plans avec quelques cotes et si vous envoyez quelques photos, il arrive, grosse maille, comme je l'ai dit, à vous faire un estimatif sur cette base-là. Et comme ça, ça va vous permettre de vous aiguiller pour l'étape numéro 4. Et maintenant, on passe à l'étape numéro 4, du coup, qui est l'analyse financière. On a vu techniquement qu'on pouvait le faire, légalement qu'on pouvait le faire. On a essayé de projeter un petit peu comment on souhaitait le faire. On a eu un premier retour chiffré aussi des travaux. Maintenant, grâce à tous ces éléments-là, le coût d'achat et ainsi de suite, on va pouvoir remplir la balance qui va vous permettre de projeter un petit peu cette marge. Toujours pareil, on repasse sur mon ordi et vous voyez, grosse maille, comment c'est fait. Et donc là, on arrive sur la balance. Donc la balance, c'est le document que vous pouvez retrouver notamment dans le pack prospection. N'hésitez pas à regarder dans la description. Et si ça y est pas, envoyez-moi un petit commentaire, je vous enverrai ça. Mais l'avantage de cette balance-là, c'est que ça va vous permettre de mettre un petit peu tous les chiffres. Donc là, au niveau des chiffres, on a le prix d'achat, 635 000, les frais de notaire qui sont calculés automatiquement, donc on est à peu près à 3%. Là, on sera à moins que 3%. En été même, d'ailleurs, carrément moins que 3%. Mais on reste sur cette fourchette-là. Dommage ouvrage, parce qu'on va faire pas mal de travaux, enfin quelques petits travaux de grosses œuvres. Et le premier palier, c'est 5 000 € pour couvrir jusqu'à 100 000 € de travaux. Mise en copro, on était à peu près à 8 000. Je pense qu'on sera un peu moins, parce qu'on a trouvé des stratégies pour réduire un petit peu ce budget-là. Enedis, 18 000. Donc là, il y a la présence de plusieurs nouveaux compteurs.
Travaux, on était sur 330 mètres carrés, donc on est parti sur 1 000 € le mètre carré. Souvent, avec l'ampleur de ces travaux, ce sera dégressif, mais nous, toujours pareil, on est toujours assez pessimiste. Ici, on a les coûts de revente, donc c'est toutes les cellules qu'on avait rentrées avec les estimatifs par rapport à tout ce qu'on a vendu aussi ces derniers mois sur le secteur, parce qu'on connaît très bien le secteur, et par rapport à pas mal d'autres choses. Là, il y avait une partie de TVA, du coup, sur une somme qui était en fonction sur la partie grange, il y aura beaucoup plus de travaux. Donc c'est pour ça que là, il y avait une partie TVA sur celle-ci. Et là, on peut voir la marge nette, 38% par rapport au prix de revient, et la marge par rapport au prix de vente. Donc c'est vraiment celle-là qui nous intéresse, c'est 27%. Pourquoi je dis c'est celle-là qui nous intéresse? Parce qu'il y en a beaucoup qui vont vous dire sur les réseaux, je fais 30, 40, 50% de marge. Si on le prend par rapport au prix de revient, évidemment, les plus élevés, donc c'est beaucoup plus aguicheur. Nous, on préfère être toujours plus pessimiste et de toute façon, la banque et le comptable vous demander cette marge sur le prix de vente. Donc, c'est 27%. Et donc là, on voit qu'on a un coût total d'opération à 1,15 million. Donc là, sur les 1,15 million, on a l'acquisition, notaire, travaux, les différents frais. On n'a pas mis de frais financiers ici parce que nous, on a un fonctionnement un petit peu particulier. On a mis pas mal de trésors qu'on avait générés, enfin les plus-values qu'on a pu réinvestir aussi sur les autres projets. Et après, on a des fonds privés qui ne sont pas inhérents que sur ce projet, mais qui sont vraiment calculés sur l'année. Donc ça, c'est une opération qui devait être assez rapide. Donc à la fin, vraiment, pour on va dire la marge nette, net, mais c'est pas net après impôt, mais net après frais FI. Ça, on va la calculer après en fonction du délai de portage et en fonction de combien de capitaux on a mobilisé pour ça. Donc on voit qu'on a un prix de vente de 1 465 000 € pour un coût de revient à 1,15 million. Donc, c'est plutôt pas mal pour ce genre d'opération. Donc voilà, ça, c'est vraiment le bilan financier. On est parti sur GrossMind. Comme je l'ai dit, là, on peut potentiellement réduire. Donc, même si, allez, on réduit à 300 000 le 300, bah, vous voyez qu'on monte quasiment à 30%. Donc, on gagne quasiment 2%, je crois, sur cette opération. Donc, ce qui est plutôt très très bien. Et maintenant qu'on avait vu que ça pouvait être rentable de faire cette opération, on passe sur la 5e étape, qui est une étape qui est quand même assez importante, c'est la faisabilité auprès d'Enedis. Donc généralement, il n'y a pas trop de soucis, c'est juste là, il y avait un cas un petit peu particulier, c'est que le réseau électrique était enterré et il venait quelques semaines avant de refaire la place. Donc, on voulait voir si le raccordement actuel permettait de supporter tous les nouveaux compteurs qu'on allait mettre sur l'installation ou s'il fallait refaire des travaux sur la place. Et là, il se peut que la mairie refuse. Donc, c'est pour ça qu'on a fait rapidement une étude de faisabilité Enedis et on a eu une réponse qui était très, très rapide. Donc, ça, c'est vraiment la 5e étape qui est importante, c'est de voir rapidement avec Enedis s'il y a un go ou un no-go sur cette faisabilité. Très souvent, nous, on n'a jamais eu de no-go, mais là, dans ce cas de figure très particulier, ça aurait pu l'être. Une fois qu'on a toutes ces infos, donc l'étude d'Enedis, ça peut être plus ou moins long en fonction du timing, mais du coup, ça peut être un peu plus en amont. La 6e étape, ça va être de négocier. Nous, on a acheté au prix ce projet-là, parce que comme vous avez vu, il génère quand même pas mal de marge, et il génère une très très belle marge, mais on aurait pu ne pas acheter au prix et entamer une négociation. Et grâce à tous les arguments que vous avez là, vous pouvez même dire, regardez, nous, on a plus de 300 000 € de travaux, donc on essaye de négocier un petit peu. Si c'est un bien où vous avez dû vous positionner rapidement, vous n'aviez pas eu tous les chiffrages et finalement les chiffrages ne correspondent pas, donc il y a plusieurs solutions. C'est-à-dire que c'est un bien qui nécessitait de se positionner rapidement et que vous n'avez pas confirmé avec vos artisans les travaux et vous avez fait une proposition en fonction de vous, votre estimation, et que finalement le budget de travaux est plus élevé que ce que vous avez pensé. Donc admettons, j'avais mis 330, finalement on est à 400. Donc il y a 70 000 € de plus de travaux que moi, je n'avais pas mis. Peut-être que le projet n'est plus rentable par rapport à ça. Là, on a deux possibilités. C'est soit on sort de l'opération, mais avant de sortir de l'opération, on essaie toujours d'entamer une seconde négociation en disant finalement, moi, j'avais estimé tant de travaux. L'artisan me dit qu'il y a tant de travaux, donc il y a 70 000 € de travaux supplémentaires. Voilà, moi, mon offre, maintenant, je vous refais une nouvelle offre avec 70 000 € en moins pour venir éponger la différence au niveau des travaux. Donc ça, c'est tout à fait possible. Nous, ça nous est arrivé dans quelques cas de figure où c'était passé, parce que les personnes avaient besoin de vendre et avaient compris aussi qu'il y avait quand même beaucoup de travaux. Et des fois, l'idée d'étayer ces arguments avec des devis concrets, ça permet vraiment de montrer que il y avait quand même beaucoup de travaux à réaliser. Donc ça, c'est possible et c'est la négociation qui peut être soit faite si vous avez le temps, une fois que vous avez tous les éléments, soit vous la faites en 2 temps, comme je vous l'ai expliqué. 7e étape, là, on va rapidement venir signer un compromis de vente et on va essayer de mettre tout un tas de conditions suspensives en fonction de ce que vous pouvez négocier aussi, le financement, des autorisations d'urbanisme. Vous pouvez mettre aussi en place des conditions de précom. Bref, vous pouvez vraiment mettre les conditions que vous souhaitez. Mais nous, ce qu'on essaie de faire aussi, le maximum dès qu'on signe le compromis, de tout de suite venir pré-commercialiser le maximum de lots en l'état, en disant on peut s'orienter vers des investisseurs ou des bricoleurs qui souhaitent faire des travaux et l'acheter moins cher.
Pourquoi on fait ça? Parce que plus vite on va pouvoir vendre, moins on aura de frais financiers et du coup, c'est un équilibre à essayer de trouver. Et dans ce cas de figure-là, on a revendu en précom 3 lots, donc le studio au rez-de-chaussée pour une profession libérale et les 2 locaux commerciaux. Ça nous a permis de générer 200 000 € et comme vous l'avez compris, ces 200 000 € vont venir absorber une grosse partie du budget travaux. Et donc, ça va permettre d'éviter de faire un trop gros effort de trésorerie et de pouvoir financer une partie de ces travaux grâce à la revente des premiers lots en précom. Huitièmement, du coup, très rapidement également, il faut s'atteler au financement. La recherche de financement, nous, on avait déjà les fonds, donc ça posait pas de souci, mais d'un point de vue général, il faut vraiment essayer d'aller voir les banques le plus vite possible, parce qu'il y a certaines banques qui ont des délais de traitement qui sont extrêmement longs. Et la précom, c'est pour ça que c'est important aussi de faire la précom à l'étape précédente, c'est que ça peut vous permettre de d'étayer un petit peu votre dossier. Si on était allé voir la banque avec ce dossier-là, avec 3 lots qui étaient déjà pré-commercialisés pour plus de 200 000 €, c'était plutôt pas mal et c'était plutôt bon signe aussi. Donc la banque aura sûrement plus de facilité à vous suivre si vous avez déjà réussi à pré-commercialiser des lots. Et si ce n'est pas le cas, il faut expliquer pourquoi. Soit parce que vous ne l'avez pas fait parce que ce n'est pas dans votre stratégie, soit vous avez quand même essayé mais vous n'y arrivez pas et du coup c'est peut-être que les prix de revente que vous avez estimés ne sont pas bons. Donc c'est là où la précom c'est important et obtenir et signer des pré-commercialisations c'est aussi important parce que ça montre que vous connaissez bien votre secteur et bien votre business. Neuvièmement, si vous avez besoin, réaliser des démarches auprès de l'urbanisme. Donc très souvent, si vous allez créer des nouveaux lots, vous allez au minimum toucher un peu la façade, notamment pour Enedis, avec un coffret REMBT en façade et après on fait repartir une colonne montante. Si tu comprends pas ce que je te dis par rapport à ça, j'ai également fait une vidéo sur YouTube qui t'explique toutes les démarches Enedis à faire pour créer des colonnes montantes. N'hésite pas à aller voir. Mais souvent, il faudra faire une DP de modification de façade pour venir encastrer un coffret en façade. Généralement, il n'y a pas de raison pour laquelle l'urbanisme refuse, mais fais-le le plus vite possible, parce qu'une DP, en fonction que si tu es dans une zone ABF ou non, ça peut être d'un délai de 1 ou 2 mois d'instruction, et peut-être même plus s'il demande des pièces complémentaires. Donc tu vois que tu peux vite perdre 1, 2, 3 mois si tu ne fais pas les démarches très rapidement. Dixièmement, on va partir du principe que c'est bon, tu as obtenu le financement, tu as obtenu toutes les autorisations, donc là tu peux attaquer les travaux, tu as acheté et tu peux commencer à attaquer les travaux. Donc essaye de faire par phase les travaux qui sont les plus importants et les travaux qui sont les moins importants. Si par exemple tu as fait de la précom, il faudra sûrement que tu fasses les travaux de division en priorité. Donc mettre tous les compteurs, que ce soit l'eau, les lecs, mettre les portes-palières s'il n'y avait pas de porte-palières, créer les cloisons si tu avais besoin, créer les évacs également si tu avais vendu en plateau et que tu apportes juste les réseaux. Donc il faut faire dans un premier temps les travaux les plus importants et ceux à faire le plus vite possible pour pouvoir réitérer la revente de ces lots que tu avais pré-commercialisés le plus vite possible et récupérer rapidement de l'argent qui te permettra de pouvoir financer tous les autres travaux si tu souhaites rénover les autres lots. Pour ma part, on a vendu 3 lots sur 7 ou 8 et les autres, on va venir tous les rénover. Donc notre priorité, c'était vraiment pouvoir réitérer ces lots-là pour pouvoir financer les travaux suivants. Il y avait aussi une notion au niveau des parties communes. Donc moi, je fais jamais les travaux des parties communes en priorité. Je les fais toujours en dernier parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver entre tous les travaux qu'on pourra faire dans les différents appartements et même si on souhaite meubler les lots, il y aura sûrement des POC qui pourront être faits. Donc hormis si les escaliers sont dangereux ou quoi que ce soit, là évidemment je le fais passer en priorité. Mais si c'est juste un gros coup de rafraîchissement, de peinture, refaire un petit peu les sols, j'attends vraiment que tous les lots soient livrés pour pouvoir refaire ces parties communes. En parallèle de ça, essayez aussi de faire rapidement les travaux Enedis. Donc souvent, si c'est une colonne montante, ce sera une convention RRO. Donc il y aura une grosse partie où c'est toi qui devras le faire avec ton électricien. Essaye de le faire rapidement parce que plus vite tu le fais, plus vite tu pourras valider l'installation et plus vite tu pourras mettre en activité les compteurs. Ça peut prendre plusieurs mois, si ce n'est 1 an, juste pour mettre en activité les compteurs à partir du moment où tu as signé le projet avec Enedis. Donc vraiment, c'est important de le faire le plus tôt possible. 12e étape, une fois que tu as finalisé tous les travaux, là tu peux faire passer le géomètre pour qu'il te fasse le DD, l'état descriptif de division, un DTG, un diagnostic technique global, et également le diagnostiqueur pour qu'il te refasse les carrés et qu'il refasse tous les diagnostics de tous les nouveaux lots. Et là, c'est important parce que grâce à ça, c'est ce qui va pouvoir te permettre de commencer à structurer un petit peu ta copropriété et tous les différents lots. Et c'est également ça qui va te permettre de pouvoir revendre les lots que tu souhaites une fois que tu auras fini les diags. 13e étape, là du coup, avec tous ces éléments-là, tu pourras venir créer la copropriété avec ton notaire et créer un règlement de copro, ce qui va te permettre de régir tout ça. Donc ce sera à toi de le faire et tu pourras voir en fonction de ce que tu souhaites faire, autoriser ou interdire certaines choses. La location courte durée, par exemple, tu peux l'autoriser ou l'interdire en fonction à qui tu vas vendre. Autoriser les professions libérales. Bref, tu peux vraiment faire pas mal de choses. Les notaires, en général, ont des modèles types et avec eux, tu peux échanger sur les différents sujets. Et s'il y a des choses spécifiques que tu aimerais mettre en place, n'hésite pas à bien le faire. Et une fois que tu as commencé à revendre tous tes lots et que tu vas vendre le dernier lot, c'est là où, en général, on met en place le syndic. Donc, nous, très souvent, on met des syndics bénévoles parce que c'est un argument de vente aussi
pour nos lots. Ça, c'est d'ailleurs la 15e étape, la 14e étape, pardon, la mise en place du syndic. Et comme je disais, nous, très souvent, c'est un syndic bénévole. Donc, c'est un syndic qui n'est pas payé, c'est pas un syndic pro parce que ça coûte cher. Et après, une fois que tu as vendu tous les lots, il faudra que tu fasses une première AG avec ce syndic. Moi, j'accompagne tous les nouveaux copropriétaires pour leur dire, maintenant, désignez un nouveau président du syndic, ouvrez les comptes bancaires, assurez-vous. Et comme ça, on est tranquille. Et c'est là où on fait la passation à partir du moment où on a tout fini. Voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle t'a plu. J'espère que ça t'a apporté beaucoup de valeur. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à les poser directement dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et à la partager autour de toi. Et moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.